sans trop spolier mon message, je voudrais peut-être vous dire que le but de mon intervention, d'abord, c'est de dédramatiser les choses. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est de vous convaincre que la question des compétences numériques, c'est avant tout une question de confiance en soi. Voilà, on peut passer à la dia suivante. Donc, de quelles compétences parle-t-on? Bien, il y a les compétences des professionnels de l'IT, mais il y a également les compétences numériques, c'est-à-dire les compétences numériques pour tous celles des utilisateurs du numérique. Alors, l'enjeu des compétences professionnelles, donc des compétences des professionnels de l'IT, c'est aussi l'enjeu des pénuries. Pénurie de vocation vers les filières de formation qu'on appelle le STEM et pénurie de profils qualifiés, compétents sur le marché de l'emploi. Vous avez là quelques chiffres. Je propose qu'on passe à la dia suivante. Vous dire que sur cet enjeu de la lutte contre les pénuries de vocation et contre les pénuries de profils qualifiés sur le marché de l'emploi, on a mis en place toute une série de petites initiatives qui portent leurs fruits, puisque depuis 2-3 rentrées académiques, notamment, les cohortes sont de mieux en mieux fournies en étudiants, même si la proportion de filles, de jeunes femmes, reste encore assez faible. Alors, Algobot, que Technobel connaît bien, puisque c'est une réalisation qui vient de là-bas, c'est un jeu d'initiation au langage de programmation. Et ici, tout récemment, on a mis autour de la table toute une série d'acteurs de terrain pour alimenter la réflexion des réseaux d'enseignement qui sont chargés de traduire les référentiels du tronc commun, et notamment le référentiel FMTTN pour les activités techniques, technologiques, manuelles et numériques, donc pour les aider à traduire ce nouveau référentiel en programme de cours. À la rentrée septembre 2023, c'était la première implémentation. Donc il y a un phasage, c'était les 3e et 4e primaires. À la prochaine rentrée scolaire, ce seront les 5e et 6e primaires jusqu'à la 3e secondaire. Alors, dans cette lutte contre les pénuries sur le marché de l'emploi, il y a toute une série d'initiatives également qui existent. Il y a notamment le Job IT Day qui d'ailleurs annonçait la tenue de son prochain Job IT Day pas plus tard que mardi. Il y a aussi toute une série d'écoles de la seconde chance. Alors, vous en avez déjà entendu parler, l'école 19, qui est une déclinaison bruxelloise de l'école 42 de Xavier Niel, le patron de l'opérateur de télécom Free en France. Il y a aussi Molengeek, il y a Bicode, etc. Il y a des choses intéressantes à aller chercher là-dedans, et notamment, donc évidemment l'approche pédagogique active, mais notamment aussi le fait qu'ils assument, ils revendiquent le fait de ne pas délivrer de diplôme. Alors ça peut paraître étonnant. Le titre, c'est toujours intéressant pour le barème salarial, évidemment. Dans l'IT, en plus, on sait que c'est un secteur qui est assez friand en petites certifications, mais c'est un état de fait, en partie à cause de la pénurie de profils qualifiés sur le marché de l'emploi. Les entreprises recrutent de plus en plus de profils qui, a priori, n'ont pas le background. L'autre raison aussi, c'est que c'est une évolution métier tellement rapide, et si on prend par exemple dans le gaming, les développeurs de jeux vidéo, maîtriser un logiciel de développement de jeux vidéo comme Unity 3D par exemple, c'est très utile, mais combien de temps? 2 ans, 3 ans? Donc en fait, ce sont des professionnels qui sont en permanence en train d'innover, de veiller et de reconstruire leur métier. Voilà, donc ça c'était un point intéressant pour vos réflexions futures. Alors, j'ai pas de boule de cristal. Dans les médias, souvent, on a des articles assez sensationnalistes qui disent que 70% des métiers d'aujourd'hui n'existeront plus demain, que 80% des métiers de demain n'existent pas encore. On parle de tas de métiers qui sont à la limite du fantasme. On parle de coach de robots. Alors oui, peut-être, je sais pas, j'y suis pas encore. Ce que je peux dire, c'est que effectivement, les métiers de la cybersécurité, les métiers autour de la donnée, data analyst, data scientist, sont vraiment des tendances lourdes. Il y a aussi évidemment les métiers de l'intelligence artificielle, mais les briques de base qu'il y a derrière restent les mêmes. Les cursus au niveau
des hautes écoles et des universités reste le même. C'est la mise en œuvre qui évolue. Alors, dans ces métiers-là, ce qu'il faut aussi se rendre compte, c'est que, par exemple, les métiers liés à l'intelligence artificielle, ce sont des métiers qui nous poussent, qui nous renvoient à ce que nous avons d'humain. Alors, on est encore dans l'exploration, on n'a pas encore d'idées complètement arrêtées, mais un médecin qui utilise l'intelligence artificielle va fournir un diagnostic infiniment plus vite et de manière infiniment plus fiable que le médecin. Et donc le médecin, quelque part, le temps économisé, il peut le consacrer à la relation thérapeutique, à ce qui fait de lui profondément un humain. Je ne sais pas si vous avez entendu parler ces dernières semaines d'un nouveau métier, prompt engineer, c'est-à-dire expert dans l'art de formuler des requêtes pour poser des questions à ChatGPT, par exemple. C'est ce qui fait de vous un humain qui va permettre d'extraire de ChatGPT du contenu, des récits intéressants. Un ami que vous connaissez probablement tous, Michel Verstrepen, m'expliquait que pour l'histoire de la coccinelle, ChatGPT donc la voiture avait sorti un récit vraiment impressionnant, mais ce récit manquait de saveur. Ce récit, en fait, c'est l'histoire consensuelle, c'est le compromis. Ce récit, il est linéaire. Et donc, il faut un humain qui connaît un peu l'histoire pour introduire des éléments de distorsion. Tiens, en amont de la création de la coccinelle, est-ce qu'il n'y avait pas un ingénieur juif qui a été écarté des livres d'histoire, mais qui avait quelque part eu toutes les bonnes idées? Et on rajoute ça dans le récit. On challenge ChatGPT par rapport à cet input supplémentaire, et le récit va se modifier en s'améliorant. Alors, le deuxième volet, ce sont les compétences numériques des usagers, les compétences numériques transversales, les compétences numériques pour tous, qui sont décrites dans le référentiel européen de littératie numérique que vous voyez ici. Et en fait, ces compétences, elles impactent tous les métiers. Elles impactent tous les métiers, mais les métiers restent avant tout ce qu'ils sont. Il faut d'abord être bon, compétent, expérimenté dans son métier. C'est une couche qui vient se rajouter. Et c'est une couche d'usage. OK ? On ne doit pas devenir informaticien pour autant. Alors ici, quelques chiffres. 90% voilà, des emplois quelque part concernés par les compétences numériques, mais je précise les compétences numériques d'usagers. 44% des Européens ont des lacunes. Il semblerait que ce soit maintenant 54%, et 42% d'entre eux sont sans emploi. Donc c'est quand même quelque chose dont il faut tenir compte. Le dernier baromètre des usages numériques de l'Agence du numérique, qui cartographie la fracture, montre qu'en fait la fracture a évolué. On n'est plus dans une fracture en termes d'accès, on est dans une fracture en termes d'usage. Donc un tiers des Wallonnes et des Wallons ont des usages numériques que l'on pourrait qualifier lacunaires ou insuffisants. Et là-dessus, je rajoute un input que je trouve fort intéressant qui vient de la SBL Lire et Écrire, qui nous disent les fracturés numériques ont des usages numériques. Pas nécessairement là où on les attend, mais ils ont des usages numériques. Et leur principale difficulté, elle est moins liée à l'utilisation de l'outil qu'au fait qu'ils ont une maîtrise insuffisante de la langue, de leur langue maternelle, en l'occurrence le français. Ce que ça m'inspire, c'est que nous sommes tous des fracturés numériques. Il y a des choses qu'on fait très bien, des choses beaucoup moins bien. Et nous ne sommes pas des fracturés numériques. Nous avons tous des usages, mais des usages qui doivent évoluer. Et je dirais que c'est la politique des petits pas à pas. Il n'y a pas de grand gouffre entre ce qu'on faisait il y a 30 ans et ce qu'on fait aujourd'hui, si tous les jours on s'est un petit peu adapté à l'évolution des choses. Alors, vous parlez d'un témoignage, d'une expérimentation qui a été menée
avec l'entreprise Prayon et que je trouve, enfin en tout cas moi, qui a profondément modifié ma perception des choses. On a testé les compétences numériques des travailleurs de chez Prayon. Eh bien, je vais vous dire, on n'a pas vraiment trouvé de fracturé numérique. Presque tout le monde a réussi le test. Par contre, on a des personnes qui ont réussi très facilement et on a des personnes qui ont dû s'employer, qui ont dû s'appliquer, qui ont dû persévérer, qui ont dû se battre. Mais ils ont réussi. À la fin, ils ont un score qui est tout à fait honorable. Ce que ça m'inspire, c'est que ces personnes-là, elles avaient surtout au départ un problème de confiance en elles par rapport à l'objet numérique. Et donc, si j'ai un message à apporter aujourd'hui, c'est de dire que faire monter en compétences numériques les travailleurs, les citoyens, c'est moins une question de formation technique. Alors oui, il y a toujours besoin à certains endroits d'un atelier prise en main ou découverte du numérique. Oui, avoir une formation prise en main du nouveau logiciel métier, c'est pas inutile, mais ça ne sert à rien de démultiplier ça à chaque fois qu'il y a une migration, à chaque fois qu'un nouvel outil arrive. Ce qu'il faut, c'est permettre aux personnes d'être capables de s'adapter au quotidien, de retomber sur leurs pattes chaque fois qu'elles sont confrontées à une situation nouvelle, à un nouveau logiciel, à un problème nouveau. Et donc ça, c'est au niveau des compétences numériques, c'est avant tout une question de confiance en soi. C'est la perception que chacun a de sa propre capacité à réaliser les choses qui est en jeu. Et donc, une formation aux compétences transversales, un atelier soft skills orienté numérique, aurait pour objectif, de dédramatiser la situation, et de faire monter en confiance les personnes par rapport à l'utilisation des outils qui les entourent, et de construire évidemment leur boîte à outils. Premier réflexe en cas de soucis, deuxième réflexe, Google est mon ami, ChatGPT est mon ami, appel à nos collègues, mais en tout cas, ne pas renoncer avant même d'avoir essayé. Prendre son temps et persévérer. Alors voici un inventaire des outils d'évaluation des compétences numériques de base. Il y a beaucoup de choses. Il y a des outils, donc ce sont tous des outils autodiagnostiques en vue d'orienter, en vue de s'auto-former, en vue de valider. Vous voyez qu'il y a assez peu d'outils de validation des compétences parce que là, on est sur une compétence numérique transversale et quelque part, ce qui est intéressant, quelque part, c'est que la personne fasse un autodiagnostic à titre personnel pour se positionner, pour identifier ses éventuelles faiblesses. Ça ne doit pas nécessairement faire l'objet d'une certification en tant que telle. Et ce qui nous semble important par rapport à ces outils d'autopositionnement, d'auto-formation, éventuellement de validation et aussi de valorisation sur mon profil au forum, c'est de les articuler. Et tous ces outils parlent le même langage puisque tous s'adossent au référentiel européen d'ISHCOMP, les 21 compétences clés. Et donc, quelque part, il est tout à fait possible d'articuler un parcours en prenant différents outils pour ce qu'ils ont de spécifique. Un outil d'autopositionnement, un outil autodiagnostic, un outil de valorisation. Voilà, j'ai proposé juste 2 articulations possibles. La première articulation, c'était pour un parcours accompagné, en centre par exemple, et ici ce serait pour pour un parcours autonome, donc à titre individuel, une démarche personnelle, et ici pour un parcours accompagné, par exemple en centre de formation. Voilà, je vous remercie. Je ne serai pas plus long. Juste vous dire que je travaille à l'Agence du numérique, qui est un organisme public wallon chargé de conseiller le gouvernement wallon quant à sa politique numérique, et on coordonne la stratégie numérique wallonne qui s'appelle Digital Wallonia. Voilà, merci.